Très bien. Écoutez, on va essayer d'explorer une autre piste. Lorsque on interroge les libraires, lorsqu'on interroge les journalistes, ils nous disent le public n'est pas au rendez-vous, c'est pour ça qu'on n'expose pas de livres de poésie ou qu'on en expose très peu dans nos boutiques. C'est pour cela qu'on ne fait pas état des livres de poésie qui peuvent paraître. Quels sont, pour vous, les principaux obstacles à la diffusion de la poésie? Là, j'ai envie quand même de solliciter notre ami Jacques André, qui est éditeur. Les principaux obstacles. Oui, je suis au front, en première ligne. Voilà. Une anecdote sordide, un de mes amis a une sœur qui travaillait à un moment comme libraire chez De Citre, dans une des nombreuses librairies de Citre. Et un jour, elle avait la responsabilité de 2 ou 3 tables. Et elle se dit, tiens, aujourd'hui, j'ai fait une table poésie. Donc, elle sort des bouquins de poésie et puis elle les met sur la table. Il y a ce chef de rayon qui arrive, qui regarde ça, qui lui dit, tu manges ça? Voilà, ça c'est une première approche. Il se trouve que dans ma ville d'élection actuellement, j'ai une libraire qui me dit, mais il y a des jeunes qui en demandent, je fais un rayon poésie, il est là, il est bien placé, il est au milieu du chemin. Donc le libraire est un prescripteur, il a une responsabilité. La responsabilité de l'éditeur, c'est d'avoir des bons textes. Il faut qu'il se débrouille pour que les textes soient bons. Après, il peut aller les défendre auprès du libraire. Et le libraire, le journaliste ont une très grosse responsabilité. Il faut les mettre au pied du mur, mais il faut le faire bien, il faut le faire gentiment. J'ai une autre anecdote, une librairie lilloise, je crois, je ne sais plus le nom de cette librairie, c'est une librairie assez importante, c'est pas le Furet du Nord, c'est une autre. Un monsieur moustachu arrive, il y a longtemps de ça, il dit, mais comment ça se fait ? Comment ça se fait? Pourquoi il n'y a pas mes livres qui sont dans vos rayons? Mais c'est quoi cette histoire, etc. Alors, le libraire lui dit, mais vous êtes qui? Je suis Hubert Nissen. Ah ben, puisque c'est comme ça, monsieur, puisque vous le prenez comme ça, il n'y aura jamais de livre d'Actes Sud. Non, pendant 40 ans, jusqu'à la reprise par un autre libraire, il n'y a pas eu de livre d'Actes Sud dans cette librairie. Donc, il ne faut pas être agressif. Il faut y aller, il faut aller vendre la camelote, et c'est un travail de représentant, un travail commercial, et il faut d'abord faire prendre conscience aux libraires de cette responsabilité. Mais vous n'avez pas à occulter quelque chose qui est ce que nous sommes en train d'essayer de définir. C'est quand même important. Nous sommes sur le vrai patrimoine de l'humanité. Donc, le libraire il faut le retourner comme une crêpe. C'est indispensable. Le journaliste, là, je désespère un peu. Bon. Quelqu'un veut prendre la parole? Non, peut-être sur la question de la diffusion. Moi, j'ai pas l'avis les éditeurs, je sais, sont des éditeurs. Les éditeurs de poésie, pour la plupart, sont des éditeurs militants, de vrais éditeurs, j'ai envie de dire. Mais sur la diffusion, moi, je crois qu'il faut aller vers. Je reviens à la pédagogie, mais une pédagogie peut-être plus active, développer les ateliers d'écriture, remettre la poésie à portée de toutes mains. Rencontres, tables rondes, lectures, enfin bref, de l'activité avant tout, pour plus que la diffuser par une façon transmissive, la pratiquer par l'atelier, par la production, sans jugement de valeur, et puis voilà, faire feu de tout bois. Par compagnonnage, dirais-je. Voilà. C'est vrai que, outre la revue Recours au poème, pendant le Covid, on a créé un site qui s'appelle Jeudi des mots, de façon à prolonger, après le Covid, l'activité
qui permettait à des gens d'écrire, de communiquer avec la poésie. Et on est à la 3e anthologie, non, la 4e anthologie qu'on fait. Je trouve que c'est vrai, c'est important. De plus en plus, on a des propositions de gens qui sont comme pour ton recueil éphémère des néophytes, de gens qui sont des poètes confirmés. Et je pense que cet échange, ce croisement de choses, ça permet d'avancer. Alors ça se diffuse peut-être pas sous forme de recueil, de livres, c'est plus difficile parce qu'il y a un problème économique, il y a des problèmes de stockage, de diffusion, mais comme ça parle, en utilisant les nouvelles technologies, effectivement, la poésie peut être diffusée. Maintenant, le problème des libraires, c'est autre chose. On en parlait tout à l'heure. Il y a à Nice un libraire qui expose bien ses livres, sauf que moi, il m'a dit mon rayon poésie, mais il est là, il est bien. Oui, c'est vrai, il est visible. On a tout Poésie Gallimard. Mais en hauteur, moi, j'y arrive pas. Et pour la poésie contemporaine de petits éditeurs, il faut se mettre à 4 pattes sous le rayon des diffusions. C'est classique, hein, voilà. Donc, ça, quand on lui dit il faut que ce. Ah ben, il est là, ça se voit. Oui, ça se voit. En hauteur. Pour faire de la gymnastique. Alors, une petite question, une sous-question finalement. Que pensez-vous de cette idée qui m'a été suggérée par une personne qui est dans le métier du livre? Pourquoi ne pas imaginer un dispositif qui inciterait les libraires à avoir systématiquement un espace consacré à la poésie? Alors, on peut imaginer un système de financement, par exemple. Hein, voilà, vous avez un espace. Vous devez avoir un espace réservé à la poésie et vous obtenez tel crédit, voilà. Est-ce que c'est envisageable d'après vous? Il faut connaître les libraires. Alors, un poète est une personne unique et irremplaçable, il n'y en a pas d'autre pareil. Je ne vous dis pas pour les libraires. J'avais suivi une formation pour la diffusion et la leçon, c'était vous entrez dans une librairie, vous regardez qu'est-ce qu'il vend, vous regardez sa tronche, puis après, vous partez boire une bière sur la terrasse d'à côté parce que vous savez que vous n'en tirerez rien. Donc, on ne peut pas obliger un libraire. Je ne peux pas obliger un poète à écrire un recueil de poèmes. Je ne peux pas obliger un libraire, quels que soient les dispositifs. Il pourrait y avoir des lois, ça pourrait être dans la Constitution. S'il ne veut pas, il ne veut pas. Je reviens toujours à l'idée qu'il va falloir le convaincre et ça ne se fera pas du premier coup. À part ça, tous les moyens sont bons. C'est une véritable guérilla. Il faut y aller avec des arcs et des flèches. Le couteau entre les dents, il faut aller, comme on dit en militaire, au contact. Et il ne faut pas rester dans sa tour d'ivoire en disant j'écris des poèmes et puis après je les donne à un éditeur qui va faire le bouquin et puis l'éditeur il va avoir le bouquin puis qu'est-ce qu'on va faire? Non, il faut aller au contact. Et aller vers les gens et des prospectus avec un poème, mais pourquoi pas? Tout est bon, mais absolument tout. Et si on veut arriver à quelque chose, il ne faut rien s'interdire. Mais on ne peut pas obliger. On ne peut pas prendre un bouquin et puis lui dire, allez, bouffe-le. C'est pas possible. Là, ce n'était pas une obligation, c'était un système de contractualisation. C'est-à-dire que la région dit, bon, écoutez, réservez un espace à la poésie et puis vous aurez telle subvention. Le libraire, il le verra comme une contrainte. Ouais. Et il te mettra un rayon Gallimard dans un coin. Et où tu vois un État faire des subventions pour la poésie quand, par exemple, les frais de port des livres sont prohibitifs à l'intérieur de la France. J'en parlais tout à l'heure. Je dépense 1 euro pour envoyer un recueil à l'étranger. J'en dépense 4 fois plus pour le diffuser en France. Donc, si déjà tu n'as pas, au niveau de cette diffusion du livre en général, une attention particulière, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour la poésie? C'est bien, à titre d'information, le coût de fabrication d'un livre comme celui-ci est de l'ordre de 5 euros, 4-5 euros. Il coûte 6 euros à l'expédition. L'affranchissement, pour l'envoyer en France, 6 euros. C'est 4 euros. 6 euros, 6, là. Non, il fait moins de 250. Il doit être limite. Il doit être 250. En Europe, c'est 1000 euros. Donc, ça dépasse le prix de fabrication. C'est quand même. C'est énorme. Hein. C'est énorme. Dans la seule disposition d'État qui est intéressante, c'est effectivement, comme dit Marilyn,
l'expédition livre-brochure à l'étranger, qui fait qu'il est beaucoup moins coûteux d'envoyer un livre en Amérique du Sud ou en Belgique. C'est 1 euro pour la Belgique, un petit recueil. Qu'est-ce qu'il faut c'est faire dommage pour que que les les libraires pas pour la libraires France. vendent plus de poésie? C'est ça la question. C'est ça la question. Qu'est-ce que c'est qui fait que les libraires vont vendre plus de poésie? En fait, il y a Et là, il y aura des rayons de poésie plus fournis. Le livre de poésie nous savons parce qu'il n'est pas déjà présent chez les libraires. Mais il serait présent chez les libraires, rien ne nous assure qu'il se vendrait mieux. On n'a pas, Voilà. Preuve, hein. Moi, j'ai un grand regret. Prescripteur. Le libraire est prescripteur. Il y a eu des Ferré, il y a eu des Ferrat, ils ont mis en musique les poèmes, ils ont fait... Beaucoup de gens parlent d'Aragon, pourquoi? Parce qu'ils ont entendu chanter Aragon, hein, c'est pas parce qu'ils l'ont lu. Et ça fait vendre des livres. Oui, c'est sûr. Hein, et tout ce qui se passe sur Internet aussi, ça fait vendre des livres. Et les lectures par les Lucchini, Michael Lonsdale, Trintignant, Asset, etc., ça fait vendre des livres. Et les poètes qui font des récitals, ça fait vendre des livres, voilà. Alors c'est là qu'il faut... Alors, justement, c'est la question suivante. Au fond, est-ce que la voie du salut ne serait pas pour la poésie de sortir du cadre de la page? Voilà, on y est. Et d'investir... Pour retourner à la page, voilà, oui. Pour retourner à la page, pour retourner à la page. Oui, pour retourner à la page, mais de s'en affranchir pour un moment, voilà. De manière à épouser certaines pratiques que l'on voit se développer, ce qu'on appelle la poésie visuelle, la poésie sonore, les performances, enfin, tout ce qui fait vivre la poésie en dehors de la page, sur la scène, par exemple. Est-ce que ce ne serait pas une voie, oui. par exemple? Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau, on va dire. Non, c'est pas du tout nouveau. On voit quelqu'un dans la salle, là, qui est spécialiste justement de ce genre de choses. Voilà. Bien sûr. Et il pourrait nous faire une démonstration. Hein, il pourrait nous faire une démonstration. Moi, je ne suis pas spécialiste. Comme vous disiez, il y a beaucoup de gens qui pratiquent la chose, peut-être mieux que moi. Mais c'est vrai que ce que j'ai vécu à travers la lecture publique, c'est d'abord un blocage du public. Voilà, la poésie, a priori, c'est rébarbatif, c'est difficile, on ne va pas passer un bon moment. Et ensuite, avec notre proposition, je faisais avec Norbert, je fais avec d'autres, le fait de s'appuyer sur de la musique, de donner vie au monde. Retournons au Moyen-Âge. Oui, ça se faisait. Moyen-Âge, oui. Retournons-y, vive le Moyen-Âge. Oui, la poésie était orale, hein, était partagée oralement. Donc quelque part, on retourne à ça, et on est en face d'un public qui, lui, a un a priori négatif. Et on voit ce public poésie, ça. et qui, à nouveau, renoue avec le plaisir des mots, du partage, voilà, du plaisir de la poésie. Et là, voilà, je crois qu'effectivement, il y a des clés pour ramener les gens à la poésie à travers ces pratiques. Le souci, c'est que on fait ça dans tel ou tel village de Corse, on le fait à Bastia, on le fait à Ajaccio. C'est bien, mais c'est largement insuffisant. Je pense, moi, que là, maintenant, avec ces pratiques-là, il faudrait s'attaquer à la télé. À la télé, parce que les gens, ils sont devant la télé. Ils devraient la voir, c'est revendiqué depuis pas mal de temps, hein, une émission télé sur la poésie. Je crois qu'il faut qu'on se batte dans ce sens-là, qu'on essaye d'aller vers les gens avec la réalité de communication qui est celle d'aujourd'hui, les médias. Il y a des choses à la télévision. Je vois dans l'émission Invitation au voyage, souvent des poètes étrangers et français sont mis à l'honneur. À la Grande Librairie, c'est malheureusement 1 fois ou 2 par an, à l'occasion du Printemps des poètes, c'est trop peu. Mais dans l'émission Invitation au voyage, souvent des poètes sont mis à l'honneur. Oui, mais la dernière... C'est pas assez, on est bien d'accord. Hein. C'est ça, la dernière émission, je dirais, avec un vrai contenu, la poésie scène, vraiment. C'était le Club des poètes, voilà, dans les années 70. C'était loin. Hein. Et le dernier poète, je dirais, populaire,
c'était Prévert. C'est vraiment il y a longtemps, quoi. Et il reste la chanson, il reste, que ce soit en Corse, en Vendée, la chanson populaire, tout ça dramatique. Et maintenant qu'on a ce mouvement du slam dans la jeunesse, Marine Bertonchi nous disait oui, on a pas mal de lectorats, enfin, de blogs, qui sont des jeunes. Oui. Je crois que ça, il faut bien qu'on l'entende et qu'on réalise qu'il y a à nouveau besoin de poésie en face du vide de sens, pour parler un peu vite, du monde actuel. Et il y a une détresse de la jeunesse. Absolument. Et la poésie répond. Tu dis recours au poème, c'est ça. Mais voilà, j'avais demandé la parole à Norbert pour dire justement, c'est le terme poésie qui fait peur, qui est décrié. Parce que tu organises une soirée poésie, t'as peu de monde. Tu organises la même soirée, slam. Il y a des poètes et des slameurs, mais tout le monde est sur la scène parce que le slam, tout compte fait, ça a été créé pour ça, pour mettre à la portée de tous la poésie. Mais la soirée slam, il y a plein de monde. Tu vends un recueil en disant c'est de la poésie, tu n'as pas de public. Tu vends un recueil en disant c'est du slam, tu en vends des dizaines et des dizaines. Je pense que le terme poésie, il y a un gros problème. Il est connoté par l'école, par l'université. Moi, quand j'enseignais, j'ai participé au Printemps des Poètes depuis le début. J'avais des collègues qui me disaient oui, mais la poésie contemporaine, je ne peux pas l'expliquer. Ou bien, oh oui, mais la poésie, c'est une toute petite partie du programme, ça va nous faire perdre du temps. Et puis en réalité, je crois que c'est ça, c'est le mot poésie qui fait peur. Il y a trop de connotations intellectuelles. Faut-il inventer un néologisme? Oui. J'ai un exemple à te citer qui te concerne. Ah, d'accord. Tu veux que je passe à Vas-y, Cathy, après je prendrai la parole. Vous faites un colloque ici, et tandis que nous, on fait des petits scanteries dans un café, les gens viennent plus facilement que dans une bibliothèque. Oui. Hein, tu es témoin. Parce que le monde bibliothèque, ça les effraie. Voilà. Bien sûr. Voilà. Vous auriez été au café du centre. Bien sûr. Vous savez que c'est très dur d'attirer du monde de nos jours. Et nous, on arrive parce qu'on est dans la rue, carrément. Tandis que la bibliothèque, oulala. Bah, ça fait tout de suite, ça renvoie à l'école, ça renvoie à quelque chose qui est... Donc la problématique est de faire ce lien entre le créateur de poésie et le lecteur potentiel qui n'est pas, qui est farouche. Alors j'ai un exemple très ancien. Quand je dirigeais une imprimerie, il y avait un coursier qui passait en vélomoteur régulièrement. On était devenus assez amis. Et puis un jour, il me dit, j'ai écrit des petits poèmes. Est-ce que tu me feras un livre? Je dis, ah, pour toi, je vais le faire. On a fait des petits poèmes très sympathiques. Ça s'appelait les poèmes du coursier. Et je le retrouve un jour, le dimanche matin. Tous les dimanches matins, il était sur le marché de la création, sur les bords de Saône, où les gens arrivaient avec leurs petites créations, des tableaux, des vases, des poteries. Et lui, il était avec son vélomoteur. Il avait des recueils qui étaient disponibles. Et quand il passait un enfant, pas trop petit, mais entre 8 et 13 ans, il disait « Tu veux que je te lise un poème ?» Alors le gamin disait oui. Il le lisait par cœur. Il lisait le poème. C'était le charme. Et les parents achetaient le bouquin. C'était par 1000 exemplaires. Non, je voulais revenir un peu sur les racines populaires aussi de la poésie. Dire que la poésie, c'est aussi, même si on s'est bien gardé de poser une définition, c'est aussi de la jubilation, c'est aussi du plaisir, c'est ludique. Le Tiamé Rispondi en Corse a eu un certain prestige. Il fut un temps, il est un petit peu en érosion ici. Mais je voudrais quand même citer l'exemple du Pays Basque, où il y a tous les 4 ans, et pas depuis longtemps, depuis 1936, c'est pas si vieux que ça, donc on est quand même dans la modernité. Depuis 4 ans, une sorte d'olympiade du bertsolarisme. Le bertsolarisme, c'est joute oratoire qui prend des formes plus diverses en Pays Basque. Ça peut être beaucoup plus varié.
Au mois de décembre, 14 000 personnes attendues sur cette fête de tous les 4 ans, avec des réservations qui remontent loin. Donc, je veux dire que c'est de la poésie aussi, ça peut être apparenté du slam et tout. Voilà, il y a des Corses qui ont fait des performances aussi, performances, c'est magnifique. Moi, à Sète, on en parlait tout à l'heure, les performances, c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait plaisant en spectacle. La poésie peut se mettre en spectacle depuis toujours. Et là, je crois qu'on a une sorte de réflexion à faire sur ces exemples-là, et puis sur toute cette variété dont une bonne partie a été évoquée à l'instant. Alors, un exemple qui concerne Alain Dimet, je vais vous expliquer après. O tempo che da si ponga a voce, vedala anche pianta. Una vita longa quanto una gitana senza vita. Juste le temps de voir la boule tomber, la voir rouler, s'arrêter, une vie longue comme une gitane sans filtre. C'est un petit poème, en corse et en français, écrit par Alain Dimet, à propos d'une photo. Cette photo représente un joueur de pétanque qui lance la boule est placée au milieu de la photo, elle est en l'air, et le plombeur, c'est plutôt un plombeur, je pense, il a une cigarette, je ne sais pas si c'est une jet de maïs, il avait une cigarette, une clope au bec. Ça fait partie d'un petit ouvrage que nous avions écrit en publié ensemble. Beaucoup de jubilation. Voilà. Alors, j'appelle votre attention sur le fait que le poème sans la photo est incompréhensible. Il n'est compréhensible que parce qu'il y a la photo qui donne la clé. Sinon, on ne comprend pas de quoi il s'agit. Et poème plus photo, ça fait un ensemble très harmonieux, parce que, voilà, là où on voit une simple boule, eh bien, il y a une généralisation, hein, une vie longue comme une gitane sans filtre. Je ne suis pas d'accord. J'ai entendu, j'ai vu. Tu l'as vu, toi? Ah, je l'ai vu. J'avais pas besoin de la photo. Tu l'as vu. Bon. Moi aussi, je trouve que ça a un côté surréaliste, mais ça a un sens. Ouais. Bon, on comprend mieux avec la photo, à mon avis. Hein. Oui, mais c'était... On a un autre sens. On l'a vu, on comprend mieux avec la photo. littéral. Non, mais pour vous dire, voici un exemple où le poème sort du cadre un peu rigide de la page imprimée pour aborder autre chose. Vous voyez, c'est un exemple. Ça peut faire une affiche, ça peut faire un cadre, ça peut faire... voilà. La photo est un poème, le poème est un poème, la photo et le poème est un poème. Il y a une correspondance entre les deux. Hein. Alors, à propos des livres, je veux ajouter ceci. C'est vrai qu'un acheteur peut se dire, ça coûte cher la poésie. Il y a très peu de mots sur cette page. Ça fait, au mot, ça fait cher, quoi. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la poésie, ça se passe aussi entre les mots. Et qu'un poème, ça peut être un compagnon de vie. Je pense à cette carmélite qui avait écrit à Guy Vic, poète communiste, « Maintenant que je vous ai lu, je peux mourir ». Et ça n'a pas de prix. Alors, j'aimerais qu'on aborde, justement, remis au papier. Quel est, selon vous, quel peut être, selon vous, le rôle des revues, je parle des revues papier, parce qu'on voudrait qu'on aborde le cas du net ensuite, le rôle des revues papier. Il y en a beaucoup en France, hein, beaucoup de revues. Je crois que Michel Place avait sorti un livre il y a quelques années, il en avait répertorié plus d'une centaine. Et je pense qu'il y en a encore plus aujourd'hui. Ont-elles une fonction fondamentale dans la diffusion de la poésie? Moi, je dirais oui. Et si elles sont si nombreuses, c'est parce qu'elles permettent à des expressions très différentes de la poésie. Avant de venir, j'avais utilisé comme marque-page, par exemple, une petite revue marseillaise de Laura Vasquez qui s'appelle Muscle. C'est une petite feuille qui se déplie en quatre volets et qui présente régulièrement un auteur traduit. C'est minuscule, ça durera ce que ça durera. Mais c'est une niche, enfin, plus qu'une niche, c'est un nid.
Annie, dans lequel des poètes trouvent un accueil et on diffuse quelque chose qui n'est pas forcément accepté dans des revues plus généralistes. S'il y en a beaucoup, moi je trouve que c'est très très bien, c'est justement aussi un signe de vitalité. Voilà, je pensais à cette petite revue, mais je pense à des revues aussi comme Nouveau Delhi de Cathy Garcia Canales, qui est une revue qu'elle fabrique à Saint-Cirque-la-Popie, complètement seule. Elle met en page, elle choisit, elle commente les poèmes et elle accueille énormément de voix nouvelles aussi. Et je trouve que ça, c'est important de permettre à des gens d'aborder, d'accéder à la poésie, de communiquer à travers des petites revues. Alors, c'est des petites revues à petite diffusion, par abonnement, bien souvent. C'est des revues qui ont bien du mal à survivre. C'est pour ça qu'elles ont des vies éphémères. Parce que comme c'est sur abonnement... Moi, j'anime une revue depuis bientôt 40 ans, Coup de Soleil, et certains poètes qui sont maintenant très connus, enfin très connus, si on peut dire, c'est toujours pareil, ont publié dans Coup de Soleil pour la première fois, et ça fait très plaisir. Alors, une revue comme la tienne, Coup de Soleil, quel est le tirage? Il y a certains numéros qui ont été publiés à 400 exemplaires, mais là, c'est une centaine d'exemplaires maintenant, depuis pas mal de temps. Ouais. Trois numéros par an, oui, par abonnement. Par abonnement, oui. Les personnes qui s'abonnent, ce sont des poètes? Principalement. Oui. Mais pas que. Par exemple, j'ai d'anciens parents d'élèves qui sont abonnés, qui ont des personnes qui viennent à la Maison de la Poésie, voilà, Coup de Soleil est exposé et qui ont envie de s'abonner, mais principalement des poètes. Bon. Mais ça peut poser problème. Il y a une critique un peu méchante que j'ai entendue. Hein, oui, mais il faut être méchant. Alors, la plupart des revues, ce sont des petits cénacles. Il y a un chef Haillon, il y a plusieurs sous-chefs. Alors là, il n'y a pas de sous-chef. Voilà. Mais il y a un chef Haillon. Un chef Haillon, plusieurs sous-chefs, bon, et il publie les amis des amis. Non, pas les amis pour moi. Finalement, les amis de la poésie, mais pas les amis. C'est différent. Ah oui, les amis de la poésie, mais pas les amis. Moi, je dirais que ce sont des pépinières, ces revues. C'est pas des cénacles, mais évidemment, les gens qui lisent une revue s'y retrouvent et envoient des textes à cette revue-là plutôt qu'à une autre. Mais voilà, pour moi, c'est des serres, ça les protège, et des pépinières de poètes futurs. Les revues, on ne les trouve pas en librairie non plus. C'est très difficile. Certains poètes ont publié uniquement en revue. Et pour eux, c'est important. Ils ont publié, certes en revue uniquement, mais ils ont publié. Donc les revues, ça sert à quelque chose. D'accord. Oui, je l'utilise comme filtre. Je n'ai pas l'habitude de publier des poètes qui n'ont jamais été en revue auparavant. D'abord, comme ça les rôde, ils prennent conscience de lectorat et ils ont déjà été un peu validés par d'autres revues et ça me permet d'être un peu plus sûr parce que on peut se tromper. Oui, un éditeur, c'est quelqu'un qui se trompe, par définition. Oui, bien sûr. Et l'anthologie que publie un certain nombre d'éditeurs, est-ce qu'elle n'est pas plus intéressante, plus rentable au niveau de la pénétration du public que le recueil lui-même d'un seul? Non? Je pense par exemple, ce truc à Fougères, par exemple, ça fait davantage connaître que par un seul recueil, non? Il me semble. Hein. Et toi, ce que tu as fait avec pour la poésie régionale? Vive les anthologies. Oui, parce qu'il y a un thème. Qu'est-ce qui va rester de certains poèmes? De certains poètes? Un poète? Un poème peut-être. Hein. Regardez, du Bellay, qu'est-ce qu'on connaît? Un ou deux poèmes. Donc vive les anthologies. Ce que je peux dire, c'est que l'anthologie de la poésie corse ou l'anthologie de la poésie des régions de France a connu un certain succès, parce que la dernière a été rééditée assez rapidement. Qu'est-ce qu'il en reste? Quel est l'impact sur la poésie? Est-ce que ça assure un rayonnement plus important à la poésie? Je ne peux pas le dire. On ne peut pas le dire. Voilà, moi tous les dimanches matins, je vais au Puce et je vois
des livres, des livres, des livres, des livres, des livres. Et j'ai pitié, j'ai pitié. Ça ne me donne pas envie d'écrire. Parce que je me dis, c'est dérisoire tout ça. Qu'est-ce que c'est que ces gens? Ils ont donné toute leur âme pour un livre, et il est là et personne n'en veut, et tous les dimanches on le remet. Il sort de quel placard? Il y a le pilon. Ah oui, il y a, il y a le pilon. Mais je veux dire, il sort de quel placard? Il y a aussi, j'ai écrit là-dessus, ces livres qui sont pris dans des maisons, on leur dit, bah, c'est tout, je vous paye même. Et nous, on essaie de les acheter pour les sauver. Mais on écrit aussi pour soi, pour la joie. Je sais, mais en même temps, on a le droit de réfléchir et de se dire, qu'est-ce qu'on achète? Est-ce qu'on achète l'éternité? Et on n'est même pas sûr qu'on y arrive. Oui, mais ce livre... L'éternité, quand on écrit, on veut lutter contre la mort. Ce livre attend sa chance. Ce n'est pas vous qui le lirez, mais peut-être quelqu'un d'autre. Et tout livre devrait comporter ce message au-dessus. Ce livre, ce message, s'autodétruira dans 500 ans. Ce qui n'est pas le cas pour un document numérique. Brassens avait découvert un jour le texte Les Passantes, d'un poète très peu connu. Peut-être qu'il l'avait chez un bouquiniste. Et voilà, maintenant, beaucoup connaissent ce texte parce qu'il l'a mis en musique. Et ensuite, il a pris contact avec le poète en question, dont j'ai oublié le nom. Mais donc, voilà. Qui est mort le lendemain. Ce livre attendait Brassens. C'est pas rien, hein? Enfin, c'est incroyable. Nous, on est de l'autre côté, on donne notre avis. Voilà. On donne notre avis. Non, vous n'êtes pas de l'autre côté. De l'autre côté. Oui, mais vous ne pouvez pas donner... Vous ne pouvez pas donner votre avis sur le livre que vous n'avez pas acheté, que vous n'avez pas lu. On achète beaucoup. Hein. Voilà. Donc, celui-ci qui est passé à côté de vous, quelqu'un d'autre le prendra. Oh, vous savez, j'ai l'œil au bout des semaines, des mois, des années. J'ai peu d'espoir pour ce livre-là. L'orphelin, quoi. Sarantine Toscritor. C'est vrai que c'est une occasion de réfléchir sur à quoi sert d'écrire. Voilà. C'est une bonne question. Mais à Sinon, rien. comme dit monsieur, et à la fois, on n'a pas la réponse. C'est une bonne question, mais on n'a pas la réponse. Oui, à se faire plaisir, c'est important, et puis à communiquer quelque chose. même à croire que c'est bien. Bah, on espère, oui, bien sûr. Quelle joie de se dire créateur, c'est vrai. Parce que poésie, ça vient de là, création. Ah oui, tout à fait. Et joie du partage. Oui, partage. Vous êtes venu et merci. Même lorsque le livre est emprunté dans la douleur, il y a une notion de plaisir, il ne faut pas l'oublier. Même lorsque c'est emprunté dans la douleur. Et Borges parlait de cette parenté qu'on peut avoir avec quelqu'un qu'on ne verra jamais, un lecteur qui naîtra après la mort de l'auteur et qui trouvera ce livre à 20 000 km de là et qui le lira, et il y aura une parenté entre eux. C'est un peu une bouteille à la mer, en quelque sorte. Oui. Mais qui résiste mieux. Et qui plus est une bouteille vide, c'est ça qui est gênant. Alors, est-ce que cet avis favorable que vous avez sur les revues, la revue papier, vous l'avez aussi sur tout ce qui est prix, concours, manifestations, bref, tout ce qui peut contribuer à assurer la notoriété de la poésie? La Maison de la Poésie fait un prix, voilà. Je pense que c'est pas mal, on pense que ça aide. Sommes-nous dans le vrai? Je ne sais pas. Ça, je pense qu'il faudrait l'avis d'un libraire ou de l'éditeur pour savoir. Pas d'avis. Pas d'avis? Non. En tant qu'éditeur, tu n'as pas d'avis? Non. Indifférent. Qu'en pense la salle? Il y a des gens ici qui figurent dans les anthologies. Le printemps des poètes a favorisé ça. Oui. Il y a une personne là. Et Cathy, toi aussi, tu figures dans les oui, anthologies. Moi, je parle au fond. Après, on va me porter Non, par non, exemple. non, Sur non, la non, anthologie. Tu n'es pas visto. Ci vuole che tu parli tu. Non, mais je ne suis pas dans les anthologies. Lui, il a pas l'anthologie. Fais une anthologie. Je ne suis pas dans les anthologies. Mais ça fait rien, tu peux donner ton avis. À quoi sert une anthologie, finalement? Se fâcher avec les autres qu'on n'a pas mis. Non, mais là, Très bonne définition. là sur la démarche de Jean-Luc Lougiane, il y a, voilà, il y a quand même la mise
la mise au jour de poètes qui seraient restés dans l'oubli s'ils n'avaient pas été consignés par l'écrit, des poètes de la tradition orale. Ça, c'est quand même une belle démarche. L'anthologie que j'ai faite n'est pas une anthologie dans laquelle il y aurait eu un titre littéraire de qualité esthétique. J'ai vraiment porté à la connaissance de tout le monde, essentiellement, ce que j'ai pu trouver dans un village donné. Et tu as reçu un prix d'ailleurs. Tu as reçu plusieurs, voilà. Ouais. C'est la réponse. Hein. Oui. Mais alors, ce que j'ai appris moi chez moi, ce qui me correspond assez, c'est que les poètes de mon village faisaient très peu de concours, participaient très peu au concours, à la différence des poètes de l'autre. Les poètes de cour participaient très peu, très rarement. Ils ne se disaient pas poètes la plupart du temps à leur présence. Le village de l'autre, à quelques kilomètres, c'était au contraire, c'était revendiqué comme tel. La qualité littéraire n'est pas la même dans les deux cas, et du coup, c'est vrai que, moi ça me correspond assez, l'idée de concours. Après, c'est vrai, c'est pas une concurrence, mais ça peut être interprété comme ça. L'idée de choix, l'idée de comparer, qui est le plus fort, quand on me demandait, alors après, au Vieux-Fourt, c'est des questions qui ne m'intéressent pas du tout, voilà. C'est des rencontres, justement, peu importe s'il y a 3 lecteurs, s'ils sont touchés. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses, c'est plus important que de compter. Dire on a vendu, d'ailleurs, on vend, on ne sait pas si c'est lu, donc même quand j'étais à la Fort-Vigneault, par exemple, pour mon livre, si le libraire itinérant à chaque fois qu'il s'éloignait un petit peu, quand quelqu'un disait c'est quoi, je disais si vous aimez la poésie, il y en a un qui m'a dit comme ça, je sais pas lui vendre le livre, je préfère qu'il soit acheté et lu plutôt qu'acheté par obligation et laissé dans un coin. Donc c'est plutôt les retours individuels des lecteurs qui m'intéressent. Ce qui est intéressant, il y a plusieurs choses intéressantes dans le livre de Jean-Luc. Il y a une très belle introduction, très belle préface, et il souligne quelque chose qui est très important, qui peut nous intéresser. Les gens qu'il a interrogés, ils ne se disent pas poètes. Ils disent non, je ne suis pas poète, je fais de la poésie. Et vous voyez, il y a une nuance. Si je fais de la poésie, eh bien, je fais une activité qui n'a pas une noblesse particulière. Je fais de la poésie comme je pourrais faire de la cuisine, comme je pourrais faire du jardinage. C'est un truc naturel. Si je dis, je suis poète, ou là, tout de suite, moi je vois bien, quand des gens que je ne connais pas, vous écrivez, oui, alors vous écrivez quoi? La poésie. Ça rapporte. On vous regarde, non. On vous regarde comme on regardait il y a quelques années, un mec qui avait une sexualité un peu hors norme, si vous voulez. Voilà, vous paraissez tout de suite quelqu'un d'étrange, de bizarre. Alors, si vous dites je suis romancier, ça va. Qu'est-ce que ça rapporte? Je suis sociologue, ça va. Je fais de la poésie. C'est l'incompréhension. Je pense à mon père parce que je suis propriétaire de la maison de la poésie d'Annecy et mon père, il était en maison de retraite, j'allais le voir le dimanche et chaque dimanche il me posait la question: mais au fait, cette maison de la poésie, qu'est-ce que ça te rapporte? Combien tu gagnes? Combien? Oui. En tout cas, on retrouve cette question de manière cyclique. Le mot même de poésie fait fuir, alors que des gens très simples disent moi j'en fais de la poésie, je ne suis pas poète, mais j'en fais. Qu'est-ce que ça rapporte? Voilà, le mot poète, poésie avec un grand P, ça attire la méfiance. J'en reviens, il faudrait un néologisme. Oui, tout à fait. Qui rendrait compte de l'état actuel de la poésie que nous essayons de définir, et pour l'instant, nous n'y sommes pas parvenus. En tout cas, ça tombe bien qu'il y ait Katina, parce que je crois que c'est elle qui m'avait fait la remarque, ou si c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre, je crois que c'est toi. Il m'avait dit je n'ai pas envie de participer à ce concours. Non, c'est pas toi, je l'ai capté. Bon, quelqu'un m'a dit on ne peut pas participer à ce concours parce qu'il y a des gens qui ont déjà une certaine expérience et on ne fait pas le poids face à eux. Bon, écoutez, on verra. Et finalement, ce concours qui a été organisé au mois de
Marx et May, ben les deux gagnants, que ce soit pour la poésie en langue française ou pour la poésie en langue corse, c'est des néophytes. Ce sont des gens qui n'ont pratiquement jamais écrit. Vous voyez? Donc, voilà. Mais par contre, Guido Benigni, qui n'a pas eu le premier prix, ça m'étonne. Qui? Guido Benigni. Pour moi, c'est un grand poète. C'est le jury qui décide, hein, dommage. Je ne dois pas tomber sur lui. Y a-t-il des grands poètes et des petits poètes? Non. Je crois pas. Il y a des gens qui plaisent à un moment donné et qui ne plaisent pas à d'autres. Voilà. Il a 92 ans, ça a été sympa. À l'ancienneté. Par ancienneté. Combien? Non, mais il n'est pas le seul, hein. Il y en a un autre aussi. Hein. Ah bon? Ben, oui, qui a fait bon, un peu plus. Bon, oui, alors, grand poète, il petit y avait une poète, il demande faut de- voir ça avec un peu de recul. Alors, Ceux qui n'ont pas eu de prix un littéraire, est-ce que ce sont de moins bons poètes? Pas sûr. Hein. Bon. Non, Ouais. pas du tout. Norbert, il y avait une demande de prise de parole. Bien sûr, alors j'ai pas vu. Evelyne? Hein? C'est Evelyne qui voulait prendre la parole? Non, je disais, il n'y a pas d'échelle de valeur. Non, Voilà. C'est pour ça que les Monsieur concours derrière. devraient Monsieur pas derrière exister qui veut en prendre la Polynésie. parole. C'est le concours. Monsieur Romanti. Moi, je sais que pour la première fois, j'ai participé à un concours de poésie en langue corse. Et si on m'avait dit que j'allais écrire un poème en langue corse, je l'aurais jamais dit. Et j'ai été surpris que ma poésie soit retenue et publiée par rapport, disons, au personnage qui est pour moi. Je me suis senti tout petit, mais je me suis dit, je ne l'ai pas fait pour le feu, par intérêt ou par non, modestement. Je l'ai fait simplement pour le plaisir de participer et j'ai été surpris d'avoir été approché. Donc, ça sert à ça aussi. Non, justement, je suis venu à la poésie, parce que tout à l'heure vous discutiez pour justement pour que les gens s'intéressent à la poésie. Je suis venu à la poésie par un atelier d'écriture. Voilà, exactement. Il y a 3 ou 4 ans de ça, j'ai commencé à participer à l'atelier d'écriture et depuis, est-ce qu'il en est depuis Est-ce que vous pensez que un grand spécialiste de la poésie, un type qui connaît la poésie depuis le néolithique jusqu'à aujourd'hui, sur le bout des doigts, toutes les ramifications, les écoles dans tous les pays, est-ce que vous pensez que c'est obligatoirement un poète? Pas forcément. Mais bien sûr. Je m'aperçois que c'est le propre ressenti. Mais bien sûr, mais oui. Mais oui. C'est son propre ressenti. Mais oui, on peut être spécialiste d'une chose sans forcément avoir des qualités créatives. Et c'est profondément injuste pour la personne qui le vit. Parce qu'elle se dit, mais enfin, moi je connais quand même, je sais, je connais. Eh bien oui, tu connais certains rouages, certaines ficelles. Seulement voilà, tes ficelles, elles sont peut-être un peu grosses. Et celui qui ne connaît pas toutes les ficelles, il est capable de sortir la ficelle miraculeuse, celle qui donne au texte sa candeur, son originalité, son ton particulier. Parce qu'au fond, pour en revenir à la définition, je n'ai pas voulu intervenir dans la première question, mais vous savez, quand on reçoit les textes, moi je ne fais pas partie du jury, donc je confie les textes au jury. Je les lis pour les rendre anonymes. Bon, on voit tout de suite deux catégories de textes. Ceux qui passent la rampe et ceux qui ne passent pas la rampe. Pourquoi certains textes ne passent-ils pas la rampe? Parce qu'ils sont pleins de stéréotypes, parce qu'ils imitent autre chose. Le rôle de l'artiste, c'est pas d'imiter, ça c'est le rôle de l'artisan, d'imiter un modèle et de le reproduire à la perfection. C'est bien pour ça que je parlais de l'inconnu tout à l'heure. C'est d'explorer, c'est d'amener quelque chose de nouveau. Ça peut être dans le ton, ça peut être dans la forme, ça peut être dans la manière de représenter la peinture. Voilà. Il y a quelque chose. Ça, on voit tout de suite le distinguo entre ceux qui passent la rampe et ceux qui ne passent pas la rampe. Et puis ensuite, parmi ceux qui passent la rampe, on fait aussi la différence entre ceux qui ont réellement une voix originale et ceux qui, malheureusement, on a l'impression d'avoir déjà entendu. Hein? Oui, mais dites-moi alors comment vous faites la différence entre le poète artisan et le poète artisan. Mais c'est ce que je veux dire au sein. Je vais prendre une image. On voit tout de suite la différence entre Mireille Mathieu et Edith Piaf.
Ça demande quand même une certaine culture, C'est Norbert. dégueulasse. Ça demande une certaine culture, parce qu'il y a des grands amateurs de Mireille Mathieu qui sont incapables d'apprécier Léo Ferré. Non, mais ça demande une connaissance quand même de la poésie pour faire ce tri que tu fais. ça demande une connaissance de la poésie, mais pas forcément. Ça veut pas dire. Dalia Diab. Non, ça c'est. Je crois qu'il y a. Abondance de micro, abondance de micro ne nuit pas. Moi, je voudrais simplement citer l'exemple de Rigir, où j'ai voulu me faire confirmer par Diagomo le nombre d'abonnés de Rigir. Il y en avait 720. 720 abonnés. 720 abonnés, combien lisait Rigir? Très peu. Très peu. Rigir n'était pas connu parce que Rigir était acheté par militantisme. Parce que c'était une revue en langue corse. Moi, ce que je ne voudrais pas faire de comparaison désobligeante, ni pour Rigir, ni pour les autres, mais pendant des années, j'ai été chargé de représenter l'Université de Corse du point de vue culturel au Salon du Livre. Il y avait toujours une queue interminable pour les gens qui avaient le prix Goncourt. Oui, et l'année suivante, il fumait. L'auteur qui avait reçu le prix Goncourt fumait. Voilà, parce qu'il passait le temps comme ça. Il n'arrivait pas cette année-là à retrouver le même public. En revanche, ce que nous avons pu constater à partir de Rigir et au fil des années, lorsque nous sommes passés à Bonanno, c'est que le nombre d'abonnés a diminué considérablement, mais les poèmes étaient connus, étaient beaucoup mieux connus. La littérature, une littérature corse, s'est fondée à partir de là, à partir d'une diffusion qui était celle, souvent, justement, de la poésie chantée. Et, je ne sais pas, quand je vois Carmini, le petit bulletin qui accompagne le CD, eh bien, je vois Valérie traduit, les charmes de Valérie traduits, et je vois que beaucoup de gens apprécient les chansons, les textes, et vont, à partir de là, retrouver Valérie. Lorsque nous avons présenté Carmini à l'Alboro, lorsqu'il est sorti, il y a une dame qui est venue et qui avait les larmes aux yeux. C'était Mécanum, hein, pas de nom. Mais elle avait les larmes aux yeux parce que elle me dit, moi, je suis prof de français, j'ai bien sûr étudié Valérie, mais jamais je n'avais vraiment acheté et lu complètement un volume. Est-ce que ce serait une insulte que de dire aujourd'hui que ce cas est exceptionnel? Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc, il y a une difficulté. Il y a une difficulté qui ne peut pas être résolue comme ça. Moi, je pense, par exemple, au destin de la littérature de Salvador Eviale en Corse. Je ne sais pas si je pense au dernier livre qu'on a traduit de lui. Alors, c'est pas des poèmes. C'est pas des poèmes, hein, bien sûr. C'était on l'a traduit en français, Coutumes et mœurs des Corses. Eh bien, cet ouvrage avait été publié en 1859, 300 exemplaires. Et il était parfaitement connu par des tas de gens. Est-ce que
est-ce que le nombre d'exemplaires édités et vendus représente vraiment la popularité d'une œuvre? Moi, je ne le crois pas du tout. Pas du tout. Ce que vous avez publié, n'a fait qu'accroître l'intérêt des gens qui s'expriment en poésie chantée, d'après ce que j'ai entendu, d'après ce que je connais. Alors, il y a une infinité de situations qui ne sont pas les mêmes. On ne peut pas appliquer, je pense, partout les mêmes niveaux d'analyse. Voilà. Donc, laissons à la poésie, en particulier, sa liberté. Bon. C'est pour ça que j'aime bien les anthologies, parce qu'on découvre des poètes. Absolument. Découvre. Absolument. On l'achète peut-être pour un poète et on découvre. On découvre d'autres poètes. Je suis d'accord. Et parfois on redécouvre la préface, parce que tu m'as parlé de la préface de l'anthologie Pompidou. Je me suis dit, mais c'est pas vrai, mais il a écrit ça dans sa préface. Je vais relire la préface dès ma sortie dès mon retour. Lisez la préface qu'a écrite Georges Pompidou à son anthologie. J'étais aussi un grand connaisseur en matière de peinture. On pourrait aussi parler des rapports poésie-peinture. Des gens viennent à la Maison de la Poésie d'Annecy pour des tableaux et ils découvrent la poésie, ou le contraire, ils viennent pour des livres et ils regardent les tableaux. Ils regardent les œuvres au mur. Ça aussi sur le fait qu'à cette époque, le président de la République était aussi des... Un autre niveau. Oui. On a un peu changé de paradigme. De monde. Oui, complètement. Alors, nous avions abordé le thème, et je veux qu'on y revienne. D'après vous, est-ce que le net a un rôle à jouer? Il y a quand même beaucoup de sites, beaucoup de blogs qui présentent de la poésie. Est-ce que ce vecteur peut assurer une meilleure diffusion, une meilleure connaissance de la poésie? Je pense qu'on a déjà plus ou moins répondu. Moi, je pense effectivement que d'abord, c'est un moyen économique pour des lecteurs d'arriver à trouver de la poésie. C'est un moyen économique pour la diffuser, parce que on paye le site, mais on n'a pas des problèmes de stockage, fabrication, etc. Le seul... Comment dire, la seule ombre au programme, selon moi, c'est la multiplication de blogs qui se disent de poésie et qui publient absolument n'importe quoi, mais en même temps, ça prouve qu'il y a un besoin de poésie. Je charge à ceux qui en connaissent quelque chose de proposer des aliments qui permettent à tout le monde de progresser. Pardon ? Je pense qu'il faut les interdire. Ah ben non, on ne peut pas interdire l'expression des gens. Oui, ça favorise, et à la fois, je trouve qu'il y a des ombres. Par exemple, moi, je lis beaucoup moins depuis que je passe beaucoup plus de temps sur Internet, et je crois que ma vie intérieure, elle en prend un petit coup dans l'aile. Par contre, je pense aussi que le numérique permet d'aborder justement la poésie différemment. Tu parlais du lien avec l'image, le lien avec la vidéo, le lien avec le son, le travail sur les hyperliens aussi, qui permet d'exploser le texte. Il y a des travaux, des travaux maintenant sur la vidéo, sur le numérique, qui permettent de décupler les possibilités de la poésie. On est au début de l'ère numérique encore, et donc il y a plein de choses que je ne maîtrise pas, parce que je suis du siècle précédent, comme la plupart d'entre vous. Mais je vois les jeunes, effectivement, utiliser ce médium de façon très novatrice, en mêlant images, en mêlant des éléments différents. Et je pense que c'est comme pour les jeux vidéo par rapport au cinéma, par exemple. C'est un secteur où la poésie pourra exploser d'une façon qu'on n'arrive pas à imaginer encore. Est-ce que, pour l'éditeur que tu es, est-ce que le net joue une influence sur la vente de livres, par exemple? C'est un outil de vente? Oui. Ce n'est pas un outil de promotion du texte, c'est un outil pour vendre. À titre personnel,
J'en suis au livre, l'outil papier, j'irai pas plus loin, on s'en fait pas. On ne transforme pas un fleuriste en boucher. Et je continuerai à faire des livres papier. Alors l'intérêt, c'est qu'on constate déjà que le livre numérique en tablette, il patine, il décolle pas vraiment. Ensuite, on sait que du point de vue strictement écologique, ça n'est pas du tout innocent. Ça coûte très cher en énergie de conserver de la mémoire électronique. Ça participe à la surchauffe du monde. Enfin, le livre, c'est un investissement et le fait de mettre sur le papier quelque chose qui a été choisi par un éditeur, on a filtré, on est supposé ne pas s'être trompé, on est supposé fournir quelque chose qui a un potentiel, qui a un contenu, qui peut remporter l'adhésion de quelques lecteurs. Et il est jusqu'à la Renaissance, le livre était un objet qui contenait des textes sacrés. Il en reste encore quelque chose. On a une vénération pour le livre. Alors, bon, quand on en fabrique, on est un peu comme un médecin. On ne considère pas le corps humain comme étant un objet sacré. N'empêche qu'on fait beaucoup de choses pour que ça marche. Le médecin soigne les corps et l'éditeur fabrique des livres pour entretenir cette sacralisation du texte, ce désir d'aller au-delà du simple réel. Je voudrais ajouter quelque chose aussi. Non seulement la poésie ne mourra pas, mais le livre ne mourra pas, justement parce que c'est un objet sacré. Tout est possible. Si je peux me permettre, pour amener la poésie aux enfants, moi je sais que je fais partie de la Ligue d'enseignement scolaire, lire et faire lire, et j'interviens dans les écoles pour la page à lecture. Et tous les ans, on reçoit des recueils de poésie de nouveaux poètes. Et par rapport aux livres lus, on voit si les enfants sont intéressés ou non. Et je reconnais que c'est pas évident d'approcher des enfants. C'est pas évident. J'ai lu pas mal de recueils, de nouveaux recueils. Et après, j'ai fait un compte rendu. C'est pas évident d'approcher les enfants à la poésie. Non. Je faisais ça auprès des CM1, CM2, parce qu'on souvent, on se coach. CM1, CM2, oui. Et les CM1, CM2, pas rencontré. Il y en a qui ont été retenus, disons, les enfants appréciés, mais c'est pas évident. Mais pour le poète non plus, c'est pas évident. Moi, aujourd'hui, on me dit poète. Je me dis pas, je suis poète. On me dit poète, mais demain, peut-être qu'on ne me dira plus poète. Ce n'est pas évident. À chaque fois, tout est à recommencer. Rien n'est évident. Moi, je voudrais ajouter quelque chose encore en réponse à ce que disait Jacques-André sur le livre papier. Avec les nouvelles technologies, on n'est pas obligé de rester dans le numérique. Le support papier, par exemple, grâce maintenant alors j'allais dire code barre, mais c'est pas code barre. Comment ça s'appelle? Grâce au QR code, le livre permet d'avoir la voix du poète aussi. Et donc moi je me dis qu'il y a des interactions possibles qui peuvent donner au livre aussi une livre papier, une autre dimension qui peut être séduisante justement pour des publics jeunes. Voilà. Pour information, les recueils étaient illustrés. C'était pas le livre de poésie ou simplement l'écriture. C'était illustré. Donc je présentais des illustrations en même temps que la lecture pour rapprocher. Ce que permet, si tu peux me permettre, ce que permet Internet pour des gens comme nous, des professionnels des médias, c'est d'aller à la rencontre d'auteurs, bien souvent poètes, qui mettent leurs textes en chanson. C'est-à-dire que tu découvres les paroles d'une chanson, qui ont bien souvent une rythmique assez poétique, et qui te permettent d'aller à la rencontre de ces auteurs-là. Alors c'est une forme de poésie chantée, mais tu vas à la découverte d'une chanson en allant aussi à la découverte des paroles. Oui, parce que je veux dire, il n'y a pas que la vidéo de la chanson, il y a en plus le texte en dessous qui te permet aussi d'aller à la rencontre de ces auteurs-là, ces auteurs qui sont aussi des poètes, je pense à des gens comme Boris Bergman, des gens comme Jean Fauque et autres. Voilà. Et puis avec Internet, moi je trouve que c'est intéressant, c'est qu'il y a des filtres
qui ne sont plus là. Alors ça, c'est un double tranchant, c'est vrai, mais celui de l'élitisme, par exemple, c'est-à-dire que finalement tout le monde a droit au chapitre, et moi je pense que c'est bien. La poésie elle vit comme ça. Et puis le filtre du commerce, c'est-à-dire ce qui se vend, ce qui ne se vend pas. Et donc ce qui est accessible ou ce qui n'est pas. On va en librairie, on a affaire à ce qui éventuellement peut se vendre. Mais sinon, le reste, non. Et je voudrais revenir à ce propos sur ce que tu disais quant aux critères. Tu disais, il y a une différence entre Mireille Mathieu et Édith Piaf. La différence, c'est pas la nouveauté dans la capacité à produire une nouvelle forme. Ça, c'est le point de vue avant-gardiste. La différence, c'est l'authenticité de Piaf. C'est ça. C'est-à-dire qu'elle est capable voilà, de produire une rencontre avec son auditoire. Et moi, je pense que ça, là est la force de la poésie, la plupart du temps, c'est que on l'a devant soi pour espérer une rencontre. Et là, il faut répondre. Plus que dans les démarches, je dirais, qui relèvent de l'histoire de l'art, du point de vue universitaire et bourgeois sur ce qu'est l'art, l'histoire de l'art et l'avant-garde, et les remises en question des formes, etc. Ok, très bien, on peut entendre cette façon de voir, mais moi je crois que ce qui est primordial pour tout être humain à un moment donné, c'est de faire la rencontre des autres, et je dirais dans leurs propos intimes, c'est-à-dire dans leurs propos vrais. Et avec Édith Piaf, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe avec je ne sais combien de poètes ou chanteurs. S'ils portent ça, à mon avis, là il faut miser, il faut y aller. Et je crois qu'on ne fait pas assez. Et peut-être que sur Internet, il y a des opportunités, oui, et que si des gens comme ça s'intéressent beaucoup, il se passe beaucoup de choses sur Internet, c'est parce qu'il y a ce besoin de trouver un écho, quelque chose de soi chez l'autre, et la poésie, elle répond. Bien, alors, les réseaux sociaux, c'est par rapport à votre propos tout à l'heure sur la sacralisation du livre. Ne croyez-vous pas que la sacralisation du livre, telle que vous l'avez définie, aujourd'hui, le fait que les livres on peut les emprunter dans une bibliothèque de prêt, le fait de l'existence du livre de poche, le fait qu'il y a des boîtes à livres, donne un coup justement à cette sacralisation du livre, fait que le livre aujourd'hui est devenu un simple produit de consommation. Il n'est plus considéré avec En tout cas, c'est un produit industriel sur un modèle terrifiant, auquel un éditeur comme moi échappe intégralement d'ailleurs. Et je dis tant mieux. Le système de vente du livre tel qu'il existe en France, avec la loi sur le prix unique, est une loi formidable. Mais elle a quelques petits effets pervers, qui est notamment la multiplication des titres pour la multiplication des titres. Et donc, il y a une sorte de fonction pyramidale. Ça s'ajoute, et c'est infernal. Un libraire vous dira que l'office, c'est terrifiant. Et ça marche bien parce qu'on a toujours cette admiration pour les gens qui ont écrit. Ils sont sur un piédestal. J'ai écrit un livre, et ça fait une différence. Il y a quelque chose, mais je peux rien, c'est dans la vision que les gens ont du livre. Bon, c'est un objet de travail que j'aime, bien entendu, mais pas parce que c'est mon métier. Mais dans l'imaginaire des gens, vous êtes éditeur, bon, c'est extraordinaire. Ça fait sourire, mais je n'y peux rien. Qu'est-ce que ça va devenir? Je ne sais pas. Parce que c'est vrai que le numérique bouleverse un peu toutes ces données. Mais cet objet, il est mystérieux, parce que c'est vrai que dans quelques millimètres de papier, il y a quand même toute la pensée de quelqu'un. C'est pas rien. Mais le plus du livre, c'est qu'il y a un barrage. Enfin, je sais qu'il y a de l'auto-édition,
Mais il y a un barrage, hein. C'est l'éditeur qui va dire oui ou non. Je sais qu'il y a de l'auto-édition. Et je voudrais dire aussi quelque chose par rapport à ce que vous avez dit, à savoir que vous avez comparé Mireille Mathieu et Émile Pierre. Vous avez dit Louis Borges tout à l'heure, Jean-Louis Borges. Jean-Louis Borges dit par exemple, lorsqu'il cite l'exemple de Ménard qui réécrit Don Quichotte à la manière de Cervantes, à la virgule près, dit que le Don Quichotte de Ménard n'est pas le Don Quichotte de Cervantes. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été écrit à la même époque, parce qu'il n'a pas été écrit par la même personne, etc. Donc c'est pour ça que votre comparaison entre le poète artiste et le poète artisan, là, de mon point de vue, ne convient pas. D'autre part, je voudrais dire tout à l'heure, le poète que tu as évoqué, le poète russe, dont tu n'as pas retrouvé le nom, c'est le beau-frère d'Elsa Triolet, qui est Mayakovsky. Mayakovsky, oui. Je ne sais pas, j'aurais une question mais beaucoup plus générale par rapport à la définition de la poésie. Peut-être que c'est bon de la poser enfin de... Non, oui, parce que je trouve quand même bizarre qu'aucun d'entre vous et personne ici n'ait donné une définition de la poésie. Et toutefois, par le fait même que vous n'ayez pas donné de définition de la poésie, vous n'avez pas arrêté de disserter sur la poésie. Il y a des poètes, il y a des éditeurs de poésie, il y a des recueils de poésie, il y a des anthologies de poésie, ce qui veut dire que ces personnes qui s'intéressent à la poésie ne savent pas ce qu'ils font, pour quelque chose. Ils travaillent sur un objet sur lequel on n'arrive pas à donner Monsieur, n'y voyez que de la modestie. C'est un peu comme l'amour, ça peut nous conduire très loin. Pas là où on voulait aller. N'y voyez que de la modestie de la part des intervenants. Comme la langue de Corse, tout le monde en parle, mais personne ne la parle. Non, mais c'est ça. Il y a manière peut-être de répondre de manière assez fondamentale à ce que vous dites. Ça ne concerne pas que la poésie. Je crois savoir qu'on ne peut pas connaître la masse et la position d'une particule. C'est l'un ou l'autre. Non? Ouais. Bon. Ça veut dire que la science d'aujourd'hui, elle est très interrogative par rapport à la science du 19e siècle. Elle pose plus de questions qu'elle n'a de réponses. Alors, comment voudriez-vous que, alors que la science dure pose plus de questions qu'elle amène de réponses, que ce qui n'est pas véritablement la science amène, elle, des réponses précises? On est dans l'ordre des choses. On pourrait dire raison, mais pas raison. Je compare ce que je veux. Non, mais je crois que compare ce que je veux. Je crois que ce qu'on n'est pas arrivé à faire, surtout... Ou alors vous avez le pouvoir de me dire ce que je dois comparer et ce que je ne dois pas comparer. Moi, je prends le pouvoir de comparer tout ce que je veux. Non, je crois que... Bon, c'est paradoxal de toute façon. Je crois que ce qu'on n'est pas arrivé à faire aujourd'hui, on en a parlé, on a quand même donné du contenu à la poésie. Mais ce qu'on n'est pas arrivé à faire, c'est à la circonscrire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop où mettre le curseur à un moment donné. Où commence la poésie, où finit la prose, etc. Où est la frontière? Bien malin qui pourra le dire. Quoi. Donc il y a quand même eu des balises. On n'a pas défini d'une manière positive, mais on a mis des balises ensemble. On a dit ça, ce n'est pas. Oui, voilà. Tout ça pour dire que la poésie, c'est pas uniquement des choses qui riment, ou la poésie, c'est pas uniquement des phrases comme ça, celle-ci est longue, puis après celle-ci est un peu plus courte. C'est pour dire ça, quoi. Je ne suis pas dans le fond de la discussion, mais je partage l'essentiel. Hein. Je vous donne ma réponse. Je vous donne une réponse. Il y a un truc qui est sûr, quoi. Si le mot poésie veut dire création, c'est qu'il y a bien quelque chose. Les Grecs n'étaient pas si stupides que ça. Hein. S'il n'y a pas du nouveau, on n'est pas dans la création. On n'est pas dans l'art. On peut être dans l'artisanat, par contre. L'artisan, il va reproduire un modèle, il va essayer de le reproduire au mieux, mais il ne peut pas trop s'en échapper. Par contre, la fonction de l'artiste, du poète, de l'artiste en général, c'est de créer de nouveaux critères. Là, on n'est plus dans le même champ. Le nouveau, oui. C'est sûr, parfois il y a du n'importe quoi, mais bon, on est à la recherche de nouveau. Oui, voilà, parfois il y a du n'importe quoi. Oui. Mais en tout cas, ça ne peut pas être, ça ne peut pas répondre à le critère de création si ce n'est pas nouveau. Là, on tombe dans Mireille Mathieu et Édith Piaf. Édith Piaf, c'est du nouveau. Mireille Mathieu, c'est une réplique. Non, le nouveau, c'est l'événement de tomber sur l'authenticité.
Tu veux ça, je vous. Parce que quand l'avant-gardiste artiste, il me pond une cagade, bon, moi je ne suis pas satisfait. Je ne fais pas une rencontre, il ne se passe pas quelque chose. Il faut qu'il se passe quelque chose. C'est relié plutôt à l'authenticité. Je ne suis pas d'accord du tout. Jean-Marie Mathieu. Après, j'ai peut-être pas raison. Tu veux dire que le création ne serait pas authentique, qui ne toucherait pas le corps de l'autre, ne serait pas une création artistique, c'est ça? Il ne se passe rien. Mais évidemment, évidemment. Qui a fait une bonne carrière au Japon, en Russie. La définition. Alors vas-y. Il faut peut-être laisser la parole aux absents. Et j'avais, dans la perspective de ce colloque, j'avais demandé à mes différents poètes, et j'ai demandé notamment à Patrick Argentet, qui est un breton. Il écrit, c'est pas un breton bretonnant, c'est un breton gallo, qui est donc de langue romane, mais il écrit en français. Et il m'a fait une définition de tout ce qui a été évoqué ici. Je me suis dit, si je le lis au début, on n'aura plus de débat, parce qu'il a une synthèse exceptionnelle, et je tiens essentiellement à la partager avec vous. Du fin fond de la Bretagne, je ne suis guère un observateur bien placé pour discerner la situation de la poésie en France. Aussi, les remarques suivantes ne valent que de ma fenêtre. Sans doute, la poésie se nourrit-elle de paradoxes. Je suis frappé par le fait suivant. Je constate à lire quelques revues de poésie du nombre impressionnant de ces dernières et du nombre non moins impressionnant de maisons d'édition, souvent très petites, qui éditent de la poésie. C'est sans compter ce qui publie sur la toile et que je ne pratique guère. Bref, on écrit beaucoup de poésie. Mais, à en croire ce qu'on me dit sur les ventes de livres, on en lit peu. Sauf peut-être sur la toile, lecture que je ne pratique toujours pas. Est-ce à dire qu'on écrit et qu'on ne lit pas? Je ne sais. Les poètes d'aujourd'hui seraient tous des narcisses ou des prêcheurs dans le désert? Écho et Narcisse nous font la leçon. Il est des poètes qui, croyant voir le monde en eux-mêmes, se noient dans les miroirs de leurs mots. D'autres, ou les mêmes, s'enferment dans la répétition éternelle de ce qu'ils ont entendu. Pendant ce temps, la poésie se promène ailleurs, libre, nouvelle, autre. Mon expérience assez importante d'atelier d'écriture en poésie, aussi bien avec des scolaires qu'avec des publics adultes, pas toujours très lettrés, me conforte dans le constat suivant. Les mots touchent. Et lorsqu'on voit des visages s'illuminer ou devenir pensifs à la rencontre inopinée de mots qui, en se croisant tout à coup, donnent naissance à une réalité nouvelle ou soudain découverte, cocasse ou émouvante, on se dit que le goût de la poésie est la matière la mieux partagée du monde. Or, on dit que peu de gens sont sensibles à la poésie. Mais toi, tu es peu de gens. Sans doute, car la poésie est aussi un phénomène social. La pratique de la lecture ou de l'écriture est en contradiction avec une société de consommation et de profit comme nous la connaissons. Mais rassurons-nous, puisque cela ne pourra continuer ainsi bien longtemps. La poésie retrouvera peut-être une place plus notable si toutefois l'humanité ne disparaît pas. La poésie imagine le réel. Elle le découvre et le crée à la fois. Elle abolit ainsi la contradiction entre le réel et l'imaginaire qui appartiennent bien au même monde. Du moins le tente-t-elle et prétend-elle ainsi parvenir à une sorte d'unité entre l'individu, le monde et le langage. Cependant, elle n'y parvient jamais, mais prend tout son sens dans l'échec même de ce chantier toujours ouvert. Patrick Argentet. Oui. Est-ce que je peux compléter par un texte de Guy Vic, parce que la poésie c'est fait de mots, enfin de mots qui sont plus que des mots, et c'est fait de ce qui est entre les mots. Alors il dit ça, Guy Vic. Un mot n'est pas un clou qu'on pique sur la page et qui reste là, seul, égaré sur le blanc, au milieu d'autres mots.
Un mot, c'est plein de mains qui cherchent à toucher. Un mot, ça va à la recherche d'autres mots pour quelque chose. Ça veut dire, ça veut se gonfler de paroles ou le silence à déposer. Un mot, ça veut servir à relier les choses. Un mot, ça veut marcher aussi vite et plus vite que le temps, puisqu'il marche, et que tout ce qui va moins vite est malade, est rogné par le rien peu à peu. Un mot n'est pas un clou qu'on plante ici ou là pour marquer un passage. Un mot, ça peut vouloir jouer, mais pas un jeu sans conséquence. Un mot, un autre mot, pas n'importe quel mot. Celui qui fait qu'on voit plus fort et qu'on avance avec plus de courage en regardant les choses. Bravo, Il me reste à remercier les personnes invitées qui ont échangé sur le thème. Il me reste à remercier le public qui a participé. Et si je peux me permettre une conclusion provisoire. Échanger dans la sérénité, dans la paix, pour se rendre compte qu'il n'y a pas de vérité absolue finalement. Et quand on essaie d'appréhender quelque chose, eh bien, ce quelque chose se dérobe comme si c'était de l'eau. Vous voyez, on sert et puis non, ça s'en va. Ça concerne la poésie. Mais réfléchissez bien, ça concerne bien des choses. Bien des choses. Nous avons des certitudes dans la tête. Et quand on essaie de les creuser, de les approcher, on s'aperçoit que les certitudes, elles sont friables. Raison de plus pour essayer de réfléchir en nous-mêmes, trouver notre propre vérité, et raison de plus aussi pour essayer d'échanger entre nous. Parce que l'ancien conseiller général, tout seul, on n'y arrive pas. Que je regrette. Et même à plusieurs, on n'est pas sûr d'y arriver. À certains côtés. Voilà, je vous remercie. Merci Norbert, merci à la Maison de la Poésie de Corse. Très bien, Norbert. Tu travailles bien. Norbert, tu es vraiment étonnant.